Samuel Dupont, tout d'abord, peut-on retracer brièvement votre parcours et ce qui vous a incité à créer avec votre femme Bioceanor en 2018? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, je suis issu de la recherche publique. J'ai fait mon doctorat en biologie marine et pendant ces différentes expériences, j'ai pu appréhender différentes problématiques, notamment de biodiversité marine et de l'impact de la qualité de l'eau sur cette biodiversité marine. Et pendant mes études, j'ai beaucoup étudié l'impact de la qualité de l'eau sur les productions aquacoles. On se connaissait tout d'abord avec Charlotte, mais elle a fait des études également doctorales, mais plus en biologie appliquée à la mathématique, et donc de pouvoir modéliser les process. Et c'est pour ça qu'on a décidé, à la suite de constats qu'on faisait sur le terrain, de s'associer et de faire quelque chose de très innovant sur la prédiction des risques en milieu aquatique et principalement marin. Au départ, vous avez donc créé une station météo sous-marine connectée pour suivre et contrôler à distance la qualité de l'eau. Quelles sont les spécificités de votre solution aquariale, notamment en matière d'utilisation d'intelligence artificielle? Effectivement, on existe depuis 2018. On est parti du constat que pour arriver jusqu'à la prédiction de la qualité de l'eau, à l'instar de ce qui est fait sur la météo classique de tous les jours, on a besoin des données en entrée de nos modèles. Donc on a développé effectivement une station de mesure qui permettait de faire le lien entre un capteur passif qui va juste faire que mesurer et le monde de l'intelligence artificielle. Et donc entre 2018 et 2020, donc on a accumulé beaucoup de données aux quatre coins du globe, de la Polynésie jusqu'à Tanto ici en France. On a accumulé des données pour entraîner nos modèles et surtout construire notre modèle de prédiction. Et on a choisi à Bioceanor de commencer par un des paramètres clés de la biodiversité marine et de l'équilibre, en tout cas physico-chimique des milieux aquatiques, c'est l'oxygène dissous. Et donc aujourd'hui, Bioceanor est capable donc de pouvoir récupérer de la donnée sur le terrain, de pouvoir la redonner et de la réafficher au client en temps réel, mais également de pouvoir prévoir l'évolution de certains paramètres dans le temps. Et l'aquaculture a besoin de pouvoir anticiper les opérations à mener au quotidien sur les fermes et les process d'alimentation des cheptels élevés. Du coup, nos solutions sont capables de donner à nos utilisateurs le meilleur moment pour aller alimenter. Et ça va déjà lui permettre de réduire ses coûts, mais aussi lui permettre de limiter son impact environnemental. Donc on s'inscrit vraiment dans un concept global, à la fois de réduire l'impact environnemental, mais aussi de pouvoir accompagner des filières telles que l'aquaculture. Outre l'oxygène dans l'eau, il y a d'autres paramètres que vous pouvez contrôler. Quels sont les principaux? Au niveau du contrôle de la remontée en temps réel, on est capable de contrôler 15 paramètres différents, des paramètres très simples comme la température, jusqu'à des paramètres plus complexes à mesurer, notamment tels que la chlorophylle. La chlorophylle est le reflet du phytoplancton dans l'eau. Le phytoplancton est nécessaire au bon équilibre de la vie aquatique. À travers ce paramètre chlorophylle, on est capable de pouvoir détecter certaines pollutions. Et là, on vient de démarrer un très gros projet de recherche, à la fois sponsorisé par le CNES, mais aussi par la BPI et par la région, sur la prédiction de risques de microalgues. Ces microalgues toxiques sont de plus en plus nombreuses avec l'accentuation du réchauffement climatique. Concrètement, comment fonctionne votre dispositif? Alors concrètement, donc on va mesurer entre toutes les 20 à 5 minutes différents paramètres physico-chimiques. Ces paramètres sont mesurés en temps réel. Toutes les 20 minutes, elles sont remontées sur notre serveur Aquaril. Et à partir de là, c'est nos algorithmes qui vont ingérer ces données-là. Le modèle, lui, va pouvoir prédire ce qui va se passer ensuite. Et donc on ajoute également, bien entendu, d'autres données que ces données de terrain, puisqu'on ajoute des données météo, des données satellitaires et des données directement de l'exploitation. Et après, donc, notre client, en fait, il a accès à une plateforme web sur laquelle il peut retrouver toutes ces différentes informations, ses prédictions. Donc, il va retrouver un continuum de sa courbe d'oxygène dans les 48 heures. Et il va être capable aussi de recevoir des recommandations, puisque si on détecte que l'oxygène va baisser trop ou va pas être comme il faut dans les 48 prochaines heures, on a une équipe, puisque c'est un peu la spécialité de Bioceanor aujourd'hui. Un tiers de notre équipe, ce sont des biologistes ou des vétérinaires qui sont capables d'accompagner nos clients dans la meilleure prise de décision à faire en fonction des résultats fournis par Bioceanor. Et quels sont les principaux avantages que procure l'utilisation de vos dispositifs? Alors il y en a beaucoup, donc on va citer les principaux. Aujourd'hui, nos solutions visent à réduire le taux de mortalité en aquaculture. C'est un taux qui peut être très important. Nous on travaille beaucoup sur les pays scandinaves, mais également les pays d'Amérique latine, qui sont des très gros producteurs de poissons, et les pertes de production peuvent être importantes si certains de ces paramètres sont pas maîtrisés en fait. Donc ça c'est un premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est de pouvoir
au mieux respecter le bien-être et la santé des animaux, puisque lorsqu'on alimente au bon moment un poisson, ça veut dire qu'il va être aussi dans des bonnes conditions pour le digérer cet aliment. Êtes-vous capable d'adapter votre dispositif à une diversité de situations? On est plus que capable, puisqu'on le fait déjà en fait. Aujourd'hui, on a des solutions en Australie, en Nouvelle-Calédonie, et on en a au Chili, on en a aux États-Unis, et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force, de pouvoir se confronter à différentes conditions. Effectivement, si on compare une condition norvégienne à une condition de Polynésie, ça n'a strictement rien à voir. Quand on rentre dans une ferme de saumon en Norvège, c'est comparable à un centre de contrôle de la NASA, où on arrive dans un centre de contrôle où il y a des écrans partout qui surveillent à distance les fermes, qui sont capables de faire monter et descendre des cages dans l'eau, et tout un panel de choses comme ça. Et puis bon, pour des choses qu'on connaît plus en France, un ostréiculteur, on n'est pas à ce niveau de digitalisation, c'est plus des petites exploitations. Et nous, on accompagne les deux, on a fait le choix de ne pas se focaliser sur une partie, on va accompagner tout le monde. Pour nous, ça rend encore plus robuste le modèle. En fait. Quels sont aujourd'hui les principaux utilisateurs de vos solutions? Alors, si on compare ça à notre chiffre d'affaires, 80% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui est réalisé sur la partie aquaculture. Donc, ça peut être un producteur de saumon, ça peut être un producteur d'huîtres ici en France, ou alors ça peut être en baie de Cannes, un producteur de dorades et de bar. Donc ça, c'est des gens avec qui on parle au quotidien, qu'on essaie d'accompagner dans leurs différents métiers. Géographiquement, sur l'aquaculture, l'Europe est principalement le bassin méditerranéen, et notre marché pour l'aquaculture que l'on appelle 1.0, parce qu'elle est moins digitalisée. Et pour le côté aquaculture 2.0, nos marchés cibles, c'est la Norvège et le Chili, qui sont les deux premiers producteurs de saumon au niveau mondial. Est-ce que la Méditerranée est un lieu idéal pour l'aquaculture, et quels sont les paramètres qu'il importe de contrôler très étroitement? Oui, c'est un milieu idéal pour faire de l'aquaculture. Nous avons reçu une délégation de la FAO qui sont venus spécialement pour nous rencontrer ici à Sophia Antipolis. On leur a fait visiter certains sites ici aux alentours avec qui on travaille. Ils ont dit mais c'est incroyable comme vous avez de l'espace et aujourd'hui vous êtes en train d'aller acheter du poisson ailleurs alors que vous pourriez le produire localement. Et ça on le pense vraiment. Effectivement, quand on va acheter une dorade ou un bar au supermarché à côté, c'est issu de graisse d'aquaculture. Il y a très peu maintenant de poissons qui sont issus de la pêche, ou alors il faut les payer très très cher. Donc les poissons qu'on n'a pas cher, en fait, c'est parce qu'ils viennent de la Grèce. Donc si on veut faire des efforts, je pense qu'il est nécessaire de mettre en place ces aquacultures. Dans toutes les fermes qu'on peut croiser en France, en tout cas, on se respecte en plus de l'environnement. Il y a quand même l'Union Européenne derrière qui met des règles, donc du coup ils font pas n'importe quoi. Et en plus ils sont plutôt dans ce respect d'essayer de produire des produits de qualité. Donc oui, la Méditerranée, c'est plutôt un bon endroit pour en faire. Et je pense que c'est aussi assurer une certaine souveraineté alimentaire, et ça pour le coup la France doit faire ce choix-là. Alors outre l'aquaculture, vos solutions peuvent également servir pour la surveillance environnementale, notamment côtière, de l'eau douce. Est-ce que vous avez des utilisateurs dans ce domaine? Effectivement, donc tout à l'heure j'ai dit que 80% de notre chiffre d'affaires était fait sur l'aquaculture, en fait le 20% restant c'est fait sur l'environnement. Aujourd'hui, puisqu'on est dans la région de Nice, on peut citer qu'on travaille avec la métropole de Nice pour surveiller l'embouchure du Var, donc juste en face du centre commercial Cap 3000. On a deux dispositifs qui surveillent en temps réel l'embouchure du Var pour essayer de mieux comprendre quels sont les phénomènes de pollution qui sont charriés par le Var et qui viennent impacter les plages aux alentours. On travaille également sur une problématique qui est de pouvoir prédire les risques et notamment de pouvoir étudier l'impact milieu qui se trouve en aval des stations d'épuration pour éviter qu'il y ait des pollutions qui se déversent, ou en tout cas d'essayer de les comprendre, de les limiter et d'essayer de préserver l'environnement. Et après, sur la partie environnementale, on est présent aussi sur d'autres domaines d'activité. Nos premiers déploiements ont été faits en Polynésie pour surveiller la barrière de corail, pour essayer de mieux comprendre le blanchiment des coraux. Ça, c'est un sujet. On travaille aussi en Australie un peu sur la même thématique. Donc on a tout un panel de solutions. C'est une partie du business qui est vraiment en train de se développer, qui prend de plus en plus d'ampleur parce qu'on a des contrats d'importance avec des grands noms du traitement de l'eau en France mais aussi à l'international. Alors est-ce qu'aujourd'hui on peut faire le point sur le développement de Biocyanor en France et à l'international? Ouais, on est beaucoup plus développé à l'international qu'en France. Ça se résume dans les chiffres, 80-20, donc 80 aquaculture, 20% environnement. Donc forcément les 80% aquaculture on les fait principalement à l'international. Depuis 2018, on a décidé de créer une représentation, un bureau un peu plus juridique, on va dire, en Norvège, pour justement embaucher directement des personnes là-bas. Donc on a des employés en Norvège qui travaillent pour le compte de Biocyanor, qui accompagnent nos clients sur place. On est très présent aussi au Chili, avec plus d'une trentaine de personnes là-bas sur place, commercialement et techniquement.
Et après, on a un réseau d'agents commerciaux à Singapour, en Nouvelle-Calédonie, ici en Méditerranée. Donc aujourd'hui, on a maintenant 5 ans d'existence. On a commencé la commercialisation active de nos solutions il y a un peu moins d'1 an. Et aujourd'hui, voilà, on a des contrats avec de nombreux clients dans la salmoniculture et des contrats surtout à venir. C'est surtout ça qui nous occupe aujourd'hui. Et donc, avoir un ordre de grandeur de votre chiffre d'affaires. Alors, on fait moins de 500 000 euros en 2022, mais là, on target un objectif de plus de 1 million en 2023, avec une bonne partie de chiffre d'affaires qui a été déjà sécurisé depuis le début de l'année. Quelles sont vos perspectives dans les années à venir? Les perspectives sont triples. La première, c'est de recruter les talents pour nous permettre de continuer à innover, de bien desservir nos clients et d'avancer. L'autre objectif, c'est d'accélérer commercialement, donc d'être présent de plus en plus sur des territoires qui nous attendent. La Norvège, le Chili, certes, mais dès demain, il faut se pencher sur des pays comme l'Équateur, Singapour, qui sont des pays en très forte expansion sur l'aquaculture. Et le troisième objectif, c'est d'accélérer techniquement pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. Il y a une forte concurrence sur ce marché? J'aurais tendance à dire oui et non, parce que directement, aujourd'hui, personne n'est capable de prédire de paramètres physico-chimiques, ou du moins au niveau que Bioceanor propose son service, et encore moins la prédiction de l'oxygène. Par contre, il y a une forte concurrence parce que l'aquaculture, on n'est pas les seuls à le voir que c'est en train de s'accentuer. Donc il y a un besoin d'accompagnement, il y a un besoin de les faire adopter de nouvelles technologies. Donc il y a beaucoup de startups, notamment en Norvège, si on parle de ce créneau-là, qui innovent pour l'aquaculture, qui font aujourd'hui différentes technologies, différentes de Bioceanor, mais qui pourraient à l'avenir diverger sur des champs un peu concurrentiels. Et c'est pour ça qu'on veut asseoir notre notoriété en tant que leader de la prédiction des phénomènes de qualité de l'eau. Alors le secteur de la pêche traditionnelle connaît de grandes difficultés. Est-ce que l'aquaculture représente une solution d'avenir incontournable? Incontournable, oui, j'en suis persuadé. Et aujourd'hui, si on veut continuer à manger du poisson, il y a beaucoup de projets qui sortent de terre et le mot est bien choisi puisque maintenant on est capable de produire du saumon en Arabie Saoudite, qui paraît assez étrange parce que le saumon est un poisson froid. En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de fermes qui se montent à terre. En France, il y a une vraie ferme de saumon à Cherbourg, mais il y a beaucoup de projets qui sont en train de se monter à droite à gauche pour justement faire ces fermes à terre. Mais avant tout, il y a quand même des domaines marins à exploiter et à supporter certaines exploitations, typiquement comme Cannes Aquafrais. On n'a pas d'action chez eux, mais on les connaît bien parce qu'on travaille avec eux et on surveille leur environnement, donc on peut dire qu'ils font des choses très bonnes pour l'environnement. Ils font des produits de qualité, reconnus. Et donc oui, je pense clairement que les gouvernements sont en train de resserrer la vis encore plus sur les quotas de pêche. De toute façon, de base, il y a beaucoup moins de poissons, donc l'aquaculture est une solution pour nourrir l'avenir. Alors nous, en tant que Français, Européens, je pense pas qu'on manquera de poissons un jour, mais il faut penser aux pays qui sont plutôt en développement. Nous, on travaille également sur des projets en Afrique, avec notamment la production de tilapia. Le tilapia, c'est un poisson qui est endémique de la zone, mais qui est de plus en plus élevé parce que c'est un poisson qui peut facilement subvenir aux besoins d'une population en fait. Et ça, c'est vraiment très important. Ouais.